Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Tu es nouveau sur la chaîne, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker et de partager. Tu vas raconter une histoire, il y a un numéro à l'écran sur le plus 237 655 81 90 17. Envoie ton histoire et on va jouer sur YouTube, Facebook et TikTok. On poste plusieurs histoires tous les jours sur YouTube, la chaîne c'est DMG TV. On a aussi une deuxième chaîne YouTube, on poste tous les 14 h. La chaîne c'est DMG TV, histoire mystique exclusive. On a une chaîne Facebook DMG TV et TikTok DMG TV. D'ailleurs, les directs c'est sur TikTok les mercredis et vendredis à 20h00 heure du Cameroun. Donc, je t'invite à t'abonner sur toutes nos plateformes pour ne pas manquer les vidéos qu'on poste avec des histoires mystiques. Voilà. Donc, on va écouter aujourd'hui des histoires mystiques. S'il vous plaît, laissez un like. Ce qu'on fait, c'est pour sensibiliser. Et donc, première histoire. Bonjour DMG, bonjour la famille DMG. J'ai une histoire à vous raconter. C'est un vécu dans ma propre famille. Bon, une cousine qui avait fait, j'avais peut-être entre 15 et 17 ans. Je précise, je suis au Gabon, précisément à Libreville. Excusez-moi. Donc, ma grande sœur met au monde. Elle met au monde 8 gosses, donc 4 filles, 4 garçons. Elle est dans un petit village, les gens qui connaissent Oyane, elle vivait à Oyane. Donc c'est comme ça, elle perd d'abord 4 filles. Après, elle perd 2 garçons. Il lui reste 2 garçons. Donc, voilà comment, quand le 7e tombe malade, elle quitte le petit village. Elle s'en va à la capitale, elle s'en va à Libreville. Quand elle va à Libreville, elle part à l'hôpital général. Arrivée là-bas, le médecin ausculte l'enfant et dit à la mère, excusez-moi, que l'enfant est décédé. Ma grande sœur dit quoi? L'enfant est décédé? Ah non, mon enfant ne peut pas être décédé. Je ne peux pas accepter que j'ai fait 8 gosses. Voilà mon 7e. Les 4 filles sont parties, 2 garçons sont partis, il me reste 2 garçons et vous me dites que celui-là est décédé. Je dis non. Je refuse. Le médecin dit non, il faut libérer Loli, on va mettre l'enfant à la morgue si vous êtes d'accord. La dame dit mon fils n'est pas mort. Mon fils n'est pas mort. Tout le monde, donc toute la famille se rabat à l'hôpital. Quand on arrive à l'hôpital, excusez-moi, j'ai un peu la toux qui m'embête. Quand on arrive à l'hôpital, ma grande sœur, on dit c'est comment? La grande, Yaya, c'est quoi? Non, je ne peux pas tolérer ça. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Donc, toute la famille arrive, ma grand-mère et sa sœur. Nous sommes là assis. Le médecin dit non, il faut libérer Loli. Mon père arrive, mon père dit à la grande sœur, non, libère Loli, on va mettre l'enfant à la morgue. Non, papa, je ne veux pas. Je ne veux pas de ça. Mon enfant n'est pas mort. Je sais. Je suis allée regarder. Je suis allée chercher la mort de mes enfants. Ah, tu es allé chercher la mort de tes enfants? Comment ça? Qui a pris tes enfants? Mais c'est la grand-mère, donc la sœur de notre grand-mère qui fait la mère de notre père. Donc c'est comme ça. En fait, on est même grand-mère avec celle-là, c'est une cousine en fait. C'est comme ça que ma grande sœur, en Afrique on dit grande sœur, ma grande sœur dit à ma grand-mère, ma propre grand-mère, mes mères, comme nous on appelle nos grand-mères mes mères, dis à ta sœur de rendre mon enfant. Ma grand-mère dit, comment tu peux accuser ta grand-mère? Elle dit, je suis allée chercher. J'ai perdu 4 filles, elle ne m'a même pas laissé une fille. J'ai pleuré, oh, c'est la vie, machin. Elle me prend 2 garçons, j'ai pleuré. Mais je suis allée chercher pour le 7e enfant là. J'ai dit, trop, c'est trop. Je ne peux pas faire quand même 8 grossesses et perdre tous mes enfants. Et c'est comme ça que elle a trouvé un charlatan, un ganga. Et le ganga a tout dit que non, c'est la sœur de ta mère qui fait ça. Elle fait ça, elle bouffe chez les autres. Maintenant, elle prend aussi chez elle. C'est comme ça que ma grande sœur a dit, mon enfant n'est pas mort. Tu vas rendre mon enfant. Tu vas réveiller mon enfant. Monte, on descend, tu vas réveiller mon enfant. DMG, je te dis que non. Ce qui s'est passé, c'est du jamais vu, mais du venez voir.
Quand elle a seulement dit, la soeur de ma grand-mère a seulement dit, je vais aller pisser. Et comme on sait qu'à la pédiatrie, derrière la pédiatrie, il n'y a pas de feu, il n'y a rien. Mais ma grande soeur a dit, telle, partez. Donc j'étais parmi, on était 2 sœurs. Donc nous sommes partis, accompagner cette dernière. Elle a juste pissé, elle s'est juste soulagée. Après, on est reparti, on est remonté. Quand on arrive, on est là, elle est là assise. Après, elle s'élève. Je te dis que DMG, elle est partie toucher l'enfant au front. Toi, si tu veux nous laisser, hein, pourquoi tu veux nous laisser tout et tout? Ne nous laisse pas. Hein, ta mère m'accuse, machin. DMG, l'enfant, là, dès qu'elle a posé ses fesses sur la chaise, je te dis que l'enfant s'est réveillé, il a éternué 3 fois. Et quand il a éternué 3 fois, et j'ai même oublié, ma grande soeur s'est déshabillée. Les gens qui vont écouter ça, qui connaissent l'histoire qui s'est passée à l'hôpital général, elle s'est déshabillée, elle était nue. Même le médecin était dépassé, tout le monde était dépassé, toute ma famille. Et il a éternué 3 fois. Quand il a éternué, il a dit à sa mère, il veut manger. La mère, on a dit à la mère que bon, tu peux déjà t'habiller, l'enfant se réveille. Elle dit non, mon enfant n'est pas encore bien réveillé. Elle est partie acheter les gâteaux, l'enfant a mangé. Après, l'enfant dit, maman, je veux faire chichi. Quand l'enfant a dit, je veux faire chichi, c'est là où ma grande soeur a dit, tu vas faire chichi dans la bouche de celle qui a voulu te tuer. Maintenant, tu vas ouvrir ta bouche. Elle dit ça à la grand-mère, donc à la soeur de ma grand-mère. Mais mère, maintenant tu vas ouvrir ta bouche, mon enfant va faire chichi dans ta bouche. Tout le monde a essayé de dire non, c'est pas bon, ne fais pas ça, machin. Et c'est comme ça qu'elle a dit à la grand-mère, mais mère, mon enfant va chier sur tes mains. Et personne, vous n'avez rien à dire. Sur ses mains, elle va recevoir les chichis de mon enfant. Et c'est comme ça que la grand-mère, l'enfant a chié sur les mains de notre grand-mère là. Notre grand-mère là, je te dis DMG, c'était une sorcière à pas la peine. C'était une sorcière, non. Donc elle avait déjà pris l'enfant. Maintenant, avec la peur, la menace de la grande, c'est comme ça que elle a libéré l'esprit de l'enfant. L'enfant a fait chichi. Et ce chichi était noir. Bien noir. C'est là que les gens ont dit l'enfant était déjà presque parti. Et c'est comme ça que cette grand-mère-là avait même donné de l'eau. On ne savait pas que c'était une sorcière. À mon cousin qui vient en France, parce que son papa c'est un Français. Le fait que j'étais encore petite, on était tous petits. Le fait que l'enfant demande seulement de l'eau. J'ai vu la maman là, la grand-mère là, donner, comme les bidons restants en haut, donner de l'eau à mon cousin. Et elle a craché dans l'eau là. C'est maintenant, après, quand l'enfant a commencé à avoir l'épilepsie, que je dis ça à ma mère. Et ma mère a dit à sa mère, mais je te dis que non, l'histoire là, on a su que la femme là était une sorcière. Qui devait encore s'approcher d'elle? Qui devait s'approcher d'elle? Et c'est comme ça que elle est décédée peut-être parce qu'elle était abandonnée à elle-même, ses propres enfants. Personne ne lui rendait visite et c'est comme ça que elle est décédée de chagrin. C'était ma petite histoire, mais je reviendrai vers vous. Je vous écoute depuis peut-être déjà 2 ans, mais j'aurai le temps de monter en live. Mais pour le moment, j'ai essayé de vous envoyer cet audio. Bon, bonne journée à vous. Merci. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la deuxième histoire. Salut DMG. Je t'appelle depuis le Congo-Brazzaville. Je suis précisément à Brazzaville. Je m'appelle Van Schilker. L'histoire que je vais te raconter s'est passée précisément à Pointe-Noire en autour de 2014-2015. À l'époque, je sortais de Brazzaville, c'est-à-dire je sortais de Brazzaville pour aller à Pointe-Noire. Mon oncle travaillait au port. Il m'avait appelé, c'était après mon bac. Il me dit, bon, mais petit, comme tu as eu ton bac, certainement tu vas chercher à intégrer la fac. Mais bon, comme vu la situation de notre pays, donc j'aimerais te trouver un emploi au port.
parce que ça rémunère bien. Donc, une fois que tu viens ici, on en discutera de vive voix. J'ai pris donc l'avion pour aller à Pointe-Noire. Arrivé à Pointe-Noire, mon oncle me reçoit, voilà, tout se passait bien et tout. Il m'a même logé chez son grand-père, non, disons chez son oncle, donc qui était proche de chez lui. Parce que l'oncle, comme c'est un homme politique, il a des maisons et il y a une autre maison, genre une petite, je dirais une petite villa même, si je peux le dire, où je vivais. J'étais là, voilà, on gardait la maison avec quelques parents et tout consort. Maintenant, un jour, la fille aînée de ce monsieur-là, parce que l'oncle de mon oncle est général. Il est général, je pouvais dire son nom. Maintenant, c'est lui, il y avait sa fille aînée qui vivait dans l'une de ces villas. Donc, elle vivait avec nous. C'est une dame, le genre de dame qui prie dans les églises du message, hein, le message de Branham et tout comme ça. Et comme j'étais tout le temps à la maison, comme moi de nature, j'aime bosser. Hein, je suis le genre de mari, genre je prends le balai, je prends la brosse, je nettoie la maison, des fois je prends les assiettes. Donc j'étais tellement aimé par cette dame-là. Maintenant, une fois, c'était un samedi, elle travaillait à la CNCS. Elle n'avait pas, elle était libre. Elle me dit, mais tiens, mon fils, parce que pour moi, elle était comme une maman, voilà, vu que mon oncle, c'est son cousin. Il dit, tiens, mon fils, est-ce qu'on peut faire un tour à la côte? Vu que Pointe-Noire, c'est une ville côtière. Elle me propose en fait d'aller à la côte. Maintenant, il y a plusieurs côtes. Pour ceux qui ont vécu à Pointe-Noire, il y a plusieurs côtes. Il y a la Pointe Indienne, il y a la raffinerie, il y a le centre-ville. Il y en a beaucoup, il y a beaucoup de pêches en fait. Mais ce qui est facilement accessible, c'est la raffinerie. Elle me dit, on va à la côte. Je dis, on ira où? Quel genre de côte? Elle me dit, mais on va même à la raffinerie. Je dis, ok, on prend le moyen de transport. J'arrive comme ça avec la dame, on prend le taxi, on s'arrête, on descend. Il y avait des Béninois qui étaient là, il y avait pas mal de gens. Il y avait un petit bistrot hein, en face du port, en face de la côte. Et du coup, je vois un monsieur, il y avait deux messieurs. L'autre, il avait une corpulence un peu élancée, hein, gabarit, élancé, sombre. Il avait une culotte noire. Et de l'autre côté, à côté de lui, il y avait un monsieur élancé, pas trop gabarit, mais brun, très brun. En tout cas, il ressemblait à un blanc. Il doit être un métis. Et on est passé là. Les messieurs, les deux, ils faisaient des exercices de musculation, hein, de relaxation. Bon, moi, je me suis dit, c'est peut-être les maîtres nageurs et tout. Bon, donc, automatiquement, voilà, c'est ça. Et après, j'étais là, je suis rentré dans le bistrot, moi et la dame. On a pris quelques bouteilles, quelques canettes de coca et des petites brochettes. Et comme c'est une dame qui est au message, elle ne peut pas rester dans le bistrot. On s'est mis dehors, c'est-à-dire à côté du bistrot sur le sable. Ça grignotait un peu, ça discutait, ça rigolait et tout. Après, à un moment donné, je remarque, le sombre là, il avait l'air d'être un Camerounais. S'il n'était pas Camerounais, il doit être un Nigérian, entre les deux là. Ou un Béninois, mais je pense qu'il est soit Camerounais ou Nigérian. Le sombre, qu'est-ce qu'il fait? Il se déplace, il va un peu jusqu'à devant et il rentre dans une Jaguar noire. Il y avait deux voitures garées. Il y avait une Prado TXL blanche. Non, une Prado, non, je n'ai pas vu la marque, mais c'est une Prado blanche et une Jaguar noire. Le noir, il rentre dans la Jaguar noire, il s'en va. C'est la TX qui reste. Donc, c'est le brun qui reste. Et automatiquement, j'entends souvent parler de ces histoires de... Donc, je disais, j'avais souvent l'habitude d'écouter des contes de fées, des histoires parlant des sirènes, des sirois, comme on les appelle souvent, hein, les sirènes mâles. J'ai entendu souvent parler, mais je ne croyais pas à ce mythe-là. Et c'est ce jour-là que j'ai cru à ces histoires. Donc, je disais, le brun, là, qu'est-ce qu'il fait? Il avance devant la mer. Donc, en face de nous, bien sûr. Il lève sa main gauche, non, sa main droite. Il s'incline. Comme il était quelque chose de 17h. Hein, 17h. Il s'incline devant le soleil. De loin, tu sens qu'il fait quelques paroles incantatoires.
Et quand il se prosterne devant le soleil, quand il se relève, il fait un pas de plus. Bon, au départ, moi, j'ai pas trop prêté attention, hein. Au départ, je me suis dit, bon, mais certainement, il fait des exercices. Peut-être c'est quelqu'un qui pratique le yoga sous la mer, quelque chose comme ça. Mais subitement, j'ai remarqué, à chaque pas qu'il avançait, il faisait un petit geste. À chaque fois qu'il avançait, il faisait un petit geste. Moi, j'ai dit non, tiens, ça devient autre chose. Et jusqu'à ce que le monsieur, je fais signe à ma maman, je dis, maman, regarde, regarde. Et maman regarde, le monsieur est en train d'avancer. Le monsieur avance, le monsieur avance. Et jusqu'à un moment donné, le monsieur arrive au milieu même du fleuve. Mais bizarrement, le fleuve ne l'engloutit pas. La mer ne l'engloutit pas. Bon, le monsieur, il avance. Il faisait que le même signe. Et à un moment donné, il fait une petite plonge. C'est-à-dire, sa tête se retourne dans l'eau, les pieds en haut, et je vois, c'est une queue de poisson. Une queue de poisson. Il rentre sous l'eau. La mer l'engloutit. J'étais stupéfait, bouche bée. Qu'est-ce que je viens de voir? De mes propres yeux. Pas on m'a dit, j'ai vu moi-même. J'ai dit, non, ça c'est du jamais vu. J'ai dit, bon, comme je suis quelqu'un, je suis trop curieux. Hein, je suis le genre de personne, voilà, moi je suis, comme on dit chez nous ici en Lingala, on dit tembe. Tembe, ça veut dire celui qui n'accepte pas facilement. Voilà, qui aime les challenges. Voilà, c'est même ça. J'ai dit, je vais attendre ce monsieur-là, il va sortir d'ici. Je vais l'attendre. L'attendre dit, on va. Je dis, non, non, je vais l'attendre. C'était autour de 17h, 18h et 19h. Je vois le monsieur sortir de l'eau. Bizarrement, quelqu'un qui sort de la mer, il n'était ni mouillé, mais il sort avec une bouteille d'eau minérale remplie d'eau. Une certaine eau, je ne sais pas si c'était quoi. Et quand il passe devant moi, il laisse l'odeur du parfum. Je ne sais pas ce parfum-là. Non, ce n'est pas un parfum qui vient de ce monde-là. Et quand il est sorti, il brillait comme de l'or, le monsieur. Il est devenu tout beau, tout brun. Il est rentré dans la voiture, il est parti. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, ah, les femmes. Et quand tu sors en ville, tu croises un monsieur, voilà, il est riche. Ah, tu vas dire à tes amis, j'ai croisé un monsieur, il est beau, il est riche, mais tu ne sais pas ce qu'il a. Donc, c'est des réalités comme ça hein, qui arrivent. Voilà pourquoi les femmes doivent faire attention. Moi, je dis toujours les femmes. Les jeunes femmes. Aujourd'hui, il y a les femmes qui sont prêtes à se faire enculer pour même un simple téléphone. Il y a des femmes comme ça, elle est capable de se faire déchirer la gorge pour un simple 500 francs. Les femmes doivent prendre conscience en tout cas. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la troisième histoire. Commentez, likez, partagez. Ah, TMG, tu m'as laissé un message que je peux raconter autant d'histoires, mais moi, bon, je pensais que c'était une histoire seulement. Excuse-moi, je vais raconter la deuxième histoire des filles qui aiment se marier aussi avec les hommes riches là. Et je t'ai dit que ça me fait rire. Moi, personnellement, ça me fait beaucoup rire. Bon, la dame, elle est venue raconter encore ma maman à Tokpa là, au marché. Et puis, elle dit que son mariage là, vraiment, elle s'est mariée, hein, mais elle a quitté. Elle n'a pas fait plus de 2 ans. Parce que son mari ne se lave pas. Il ne se lave pas, hein. Il sent mauvais. C'est-à-dire que quand il porte un habit, le lendemain, il ne peut plus porter. Parce qu'il cuit down. Mais il cuit down. Ça veut dire que le monsieur est trop sale. Et quand il porte les vestes, parce que quand tu portes veste, tu vas porter chemise blanche en bas. Là où il y a le col, là, ça devient jaune. Mais un jaune pas possible. Donc quand il enlève l'habit le soir, on est obligé de penser d'emmener au pressing. Et il a une grosse armoire dans laquelle il n'y a que des vestes. Parce que c'est ça qu'il prend pour aller travailler. Quand il se couche sur le lit là, vous voyez quand on tue les gens, on fait scène de crime là. C'est ça qui se passe. Hein. Parce que lui, il marque le drap comme ça en même temps. Et il ne se lave qu'une fois par mois. La dame dit, mais va te laver. Quand elle dit ça là, ça devient un sujet grave. Et quand elle dit qu'elle ne peut pas dormir à côté de lui, il refuse. Elle doit dormir forcément à côté de lui. Elle dit que quand le monsieur l'a dragué, elle ne voyait pas tout ça là. Que c'est maintenant que je souffre, c'est comme si on a mis un voile spirituel sur elle. Elle ne comprend rien, qu'il n'était pas comme ça. Et le monsieur dit que c'est comme ça, j'étais depuis le début, et puis tu as accepté de te marier avec moi. Le monsieur est très sale, je vous assure. C'est ce qu'elle disait, la dame là. Elle disait Mao. Mais entend le monsieur, il met une calebasse sous le lit. Et la calebasse, là, il y a un savon, vous savez les savons traditionnels de chez nous, là, avec des herbes, des choses bizarres dedans.
et il a une calebasse dans la moelle et il y a une pommade traditionnelle dedans. Donc, quand il se lave une fois par mois, c'est avec ce savon-là il se lave. Et quand il passe cette pommade-là, il se pommade. C'est comme s'il devient encore plus beau, encore plus frais qu'il ne l'était. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il utilise ces choses-là, il devient encore de plus en plus beau, de plus en plus frais. Mais que si c'est côté argent, là, il a l'argent. L'argent, ça ne manque pas. Et c'est comme ça, à chaque fois que le monsieur lui donne de l'argent, elle prend, elle met dans un compte. Elle prend, elle met dans un compte. Elle prend, elle était dans une prison dorée elle aussi. Et un jour, elle priait, à force de prier, elle a pris son courage à deux mains, elle a construit une maison, une parcelle, et elle a divorcé. C'est comme ça qu'elle a laissé le monsieur là. Elle a dit que le monsieur là est trop sale, qu'elle ne pouvait même plus supporter, que ça là seulement là. Elle a enlevé ses deux pieds de dedans. Donc, c'est un peu la courte histoire que je voulais raconter. Et ma maman lui disait, mais toi là, pourquoi tu as pris son argent pour construire? Maman disait qu'elle a dit ça. Pourquoi elle a pris l'argent pour construire? J'ai dit à ma maman, comment toi tu vas lui demander ça? Donc, elle a divorcé sans rien. Après avoir supporté les odeurs de poisson là. Elle va quitter le mariage facilement comme ça. Mais non, elle doit prendre quelque chose au moins. Qui peut supporter ça là facilement? Ah, mais maman, toi aussi. Pour ça, c'est une petite histoire qui, moi, personnellement, me fait rire. Ça me fait beaucoup rire même. Donc, les filles, prions. Quand on voit les gens qui ont l'argent, ils disent qu'ils veulent faire du sérieux avec nous. C'est bien beau, mais il faut prier. Franchement, ils ne sont plus simples. Des fois, vous allez voir, ils sont bizarres. Mais ils vont venir avec des charmes, des charmes, des trucs sur eux pour qu'on puisse les suivre bêtement. Vous comprenez, non? Et c'est comme maintenant on est mariés, on est dans la maison, dans la cage dorée, la gueule du loup, qu'on se rend compte que, c'est dans ça que moi je suis rentrée. Alors qu'il était ensorcelé depuis le début. Allez, liker, partager, que Dieu nous protège. DMG, merci beaucoup pour ce que tu fais. Je vais encore revenir. Mais tu sais, c'est les partiels qui font, j'ai pas le temps, ok? Bisous. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la quatrième histoire. Salut. J'essaie de vous appeler, mais ça ne passait pas. En fait, je suis en Côte d'Ivoire. Mais je suis dans un village de Côte d'Ivoire. Mon village est très très loin de Côte d'Ivoire. Mais en fait, je voulais vous expliquer quelque chose un peu. Ok, vous allez m'aider aussi à ça. Moi, mon nom c'est Juliana. En fait, ma maman a fait au moins 3 enfants. C'est moi, je suis la première. Il y a une fille, puis il y a un garçon. Nous tous on était là. Mon petit frère, il était au village aussi. Et moi aussi, j'étais aussi. Nous tous on était ensemble au village. On était ensemble. Mon papa ne vit plus. Et c'est ma mère qui est là. En fait, quand on était très petit, ma grand-mère ne voulait pas qu'on vienne chez ma maman. Ma grand-mère n'acceptait pas pour que je parte chez ma maman. Parce que mon papa avait fait discours avec ma maman. Et ma maman est rentrée en famille. Et on est resté si ma grand-mère. On est resté à côté de ma grand-mère, côté papa. Ma grand-mère était là, s'occupait de nous. Mais en temps, ma maman venait chez nous. Mais ce moment, on ne la connaissait pas. On était très petites. Parce que mon papa est décédé en 2002, pendant la crise. Il est resté là-bas. Et ma grand-mère n'acceptait pas pour qu'on parte chez nos mères. Elle refusait tout le temps. Même ses enfants, même la famille de ma grand-mère, mon papa, tout. Il n'acceptait pas pour qu'ils partent. On part chez nos mères. Et on n'est pas grandi chez nos mamans. On était là. Et il y a un jour, mon petit frère était tombé gravement malade.
Mais ils ont passé à lui partout dans les hôpitaux, ça n'allait pas. Et mon petit frère est décédé. On est restés deux. Malgré on restait là, nous aussi on ne savait pas parce qu'on est très petite, on ne sait pas ce qui se passe. Mais c'est nos grands-mères qui nous ont élevés. À chaque fois, elles nous disaient que non, faut pas qu'on parte chez nos mères. Ça veut dire, elles nous racontaient les choses de mal de nos mamans. Elles racontaient les choses même quand même quelque chose qu'on ne peut pas expliquer aussi à un enfant. Elle expliquait aussi. Elle expliquait aussi elle nous expliquait comme ça. Qu'il ne faut pas, on va retourner chez nos mamans. Que nos mamans n'est pas bon. Parler les choses qu'on ne doit pas parler. Nous aussi, on a pris aussi la colère côté de nos mamans. On a pris aussi la colère, on a grandi à ça. En fonction de ce que nos grands-mères aussi avaient raconté dans nos oreilles. On a pris comme ça. On a pris à ça, on a grandi à la haine. À rancune côté de nos mamans. On a grandi à les choses comme ça. On a grandi à la colère, à les rancunes. On a grandi à ça. Jour quand ma grand-mère s'occupait de nous, quand ma grand-mère n'avait pas de moyens aussi pour s'occuper de nous plus que ça, elle m'a envoyé à la orphelinat. Et je suis restée là-bas, j'apprenais à faire la coiffure, les coutures, tout, je faisais là-bas. Quand j'ai fait 10 ans dedans. J'ai fait 10 ans comme ça. Et après ça, quand les choses aussi n'allaient pas, parce qu'on était là-bas aussi, on ne mange pas aussi à nos fins. J'avais pas de nourriture. On était tellement misérables. Parce que c'est les blancs qui nous surveillaient. Si tes parents ne sont pas là-bas aussi pour donner quelque chose aussi à les blancs, pour dire, ma fille avec vous, voilà vos petits cadeaux, ils ne vont pas prendre soin aussi de toi. Parce que moi aussi, il n'y avait personne auprès de nous. Tout le temps, mes amis, mes camarades, viennent les mères, mais je suis là. Je suis là seulement, on me met aussi à côté. Parce que aussi, je n'avais pas de mère pour me soutenir aussi, comme ce qu'on fait aussi à mes amis. J'étais dans la misère, j'étais restée seule, j'avais perdu l'espoir. Et dans ce cas encore, dans le même cas là, j'étais restée là, j'avais une colère même envers ma maman. Je disais que ce que ma grand-mère m'avait raconté, c'est la vérité. C'est la vérité totale. Je dois être en colère de ma maman. Parce que si ma grand-mère ne m'avait pas expliqué cette chose comme ça, dans ce cas où tout le monde sont venus actuellement pour donner les petits cadeaux à leurs enfants, ils sont heureux ici aussi. Là. Moi aussi, je dois avoir pour moi aussi de même manière. Pour que aussi, je sois un peu soulagée, je sois un peu heureuse auprès de ma camarade. Mais regardez comme ici là, on dirait que je n'ai pas de famille. J'étais misérable dans la couture là, j'étais misérable. Je me sentais mal. Je pleurais parce qu'il n'y avait personne pour me soutenir aussi. Et je suis restée là quand je ne pouvais pas supporter. Où j'étais aussi, ma grand-mère m'avait logé, c'est une femme. La femme me maltraitait. La femme m'a maltraité. J'ai fait tout. En tout cas, dans ma vie, je n'ai jamais connu une maltraite comme ça. Ils m'ont maltraité. Où ma grand-mère est venue me déposer où je devais apprendre la couture et les coiffures là. Où elle est venue me loger là. J'étais dans souffrance. Je m'avais cassé Fargo pour pouvoir les vendre. Pour que je gagne au moins 100 francs
ou soit les petits jetons pour aller au travail avec. Les jours où je n'ai pas travaillé, je ne mange pas. Les jours, souvent, mais il peut rester là. À rester là jusqu'à un travail, au moment où il est parti au travail, il va rester en retard. Ils vont me parler, insulter aussi mes parents, tout. J'accepte. Je était là. Après, quand il ne pouvait pas supporter, quand ma grand-mère est venue, j'ai dit, grand-maman, il ne peut plus rester ici encore. Il faut qu'il parte. Il ne peut plus rester ici. Il ne faut pas me laisser pour partir. Il ne faut pas me laisser seul dans la main de la personne que je ne connais pas. Mais je sais que tu m'as mis dans le métier, tu as fait tout effort pour moi. Mais aujourd'hui, là, je peux dire qu'il connaît un peu. Je ne peux pas rester comme ça. Allons, ma grand-mère. Allons. Et je suis partie avec elle, avec ma grand-mère. Je suis partie. Après, j'ai fait une semaine au village avec ma grand-mère et puis son fils, le petit frère de mon papa, est venu me chercher. Je suis partie. Je suis partie encore chez lui, chez le petit frère de mon papa. Ma traite que j'ai reçue, ça dépassait où j'étais. Ma traite que j'ai reçue, le matin on me réveille à l'eau glacée. Insultée, à ce moment, je n'ai pas encore vu le visage de ma maman. Depuis quand elle est quittée là-bas, je ne voyais plus le visage de ma maman. Je ne la vois pas. J'étais misérable. Ma vie était misérable. Je ne sais pas quoi faire. J'étais restée là-bas. Je n'arrive pas à manger. Malgré était avec le petit frère de mon papa. Le petit frère de mon papa, il me frappe. Et puis, il insulte encore mon papa encore pour ajouter. Comme si ce n'était pas son frère. Ma traite que j'ai reçue dans ma vie, je ne peux pas raconter. Quand il ne pouvait pas. À ce moment, déjà, il y avait au moins 14 ans comme ça. Et j'ai dit, je ne peux pas, il doit rentrer. C'est ça le petit frère de mon papa a dit, si toi tu veux rentrer, tu connais la route. Il faut chercher toi-même, tu vas partir. Ils sont sortis. Ils sont venus me chercher. En ce moment, il y avait faim, je n'ai pas encore mangé. Il y avait faim. Tous les jours, travail, je ne me repose pas. Travail. Après, je ne pouvais pas supporter. Un jour, quand je suis quittée là, j'ai fui, je suis quittée la maison. Je suis allée me loger dans une maison inachevée. Et un jour, il y a les vagabonds qui sont venus. Et ils sont tombés sur moi dans la nuit. Ils ont commencé à me violer. Le matin, je me suis réveillée. Ils m'ont violée, je n'avais plus la force encore. Quand je me suis évanouie, longtemps, et je me suis réveillée. Je vois que je saigne partout. Et le matin, je suis restée là. Mon oncle est venu me chercher partout. Il m'a vu. Malgré que je saignais, il n'a pas demandé à savoir ce qui se passe sur moi. Il a commencé à se couper sur moi, me frapper. Que tu veux nous créer des problèmes. Depuis matin, on te cherche. C'est comme ça. Depuis hier, on te cherche. C'est comme ça. Il m'a frappé. Même jour, il m'a frappé. C'est même jour, il m'a mis dans le car. Et puis, on est venu au village. Et je suis restée là. Un jour, mais quand il m'a fait renvoyer au village, quand ma grand-mère m'a vu, il a commencé à pleurer. Ma grand-mère a commencé à pleurer. Après, on était là. Il a dit à ma grand-mère, ma grand-mère, il faut me dire la vérité.
faut me dire la vérité. Ma maman a fait quoi? Ma maman a fait quoi? Tu veux pas qu'on voit notre mère? Ma maman a fait quoi? Parce qu'il n'arrive pas à comprendre. Ma vie là, il ne comprend pas ma vie. Il ne comprend pas, il ne me comprend plus. Ma vie est trop de problèmes, je ne comprends pas. Puis elle a commencé à me raconter que non, la maman de ta mère, c'est une femme qui est sorcière, qu'on ne veut pas que vous partiez chez eux là-bas parce qu'elle va vous tuer. C'est pour ça que j'ai refusé pour ne pas que vous partiez là-bas. Elle a commencé à me mentir comme ça. J'ai dit ok, j'ai compris. Maintenant, un jour, j'ai décidé de partir chez ma maman. Parce que quand elle s'est rentrée au village, ils l'ont appelé pour dire que ta fille est venue. Et elle est venue envers moi. C'est là que j'ai vu le visage de ma maman. J'ai vu toute forme de ma maman. J'ai vu son visage. J'ai vu maintenant comment elle est. Ma maman m'a pris. Surtout, avant que même mon pote, il n'était pas d'accord pour qu'il parte avec moi. Il n'était pas d'accord. Quand maman m'a donné son numéro et puis elle m'a avancé. 2 jours après, j'ai fui partir chez ma maman. Je suis partie rester là-bas. J'étais heureuse auprès de ma maman. À ce moment, ma petite soeur aussi, on l'avait envoyée dans une autre ville. Elle n'était pas auprès de moi. Mais nous tous, on a grandi avec la colère vers côté de ma maman. Et quand je suis partie, c'est ça, j'ai demandé à ma maman un jour que pourquoi ma grand-mère, quand on veut venir derrière toi, ma grand-mère refuse. Il y a quoi exactement entre vous deux? C'est ça, elle a commencé à me dire que non. Avant qu'il venait marier votre papa, vos grands-mères n'étaient pas d'accord. Vos grands-mères n'étaient pas d'accord. Dans cette famille-là, il n'y a pas quelqu'un qui m'a aimé. C'est parce que j'ai aimé votre papa et puis il vous a mis au monde. Sinon, ma vie était misérable là-bas. Eux, ils ont tué tous mes enfants. Ils avaient fait beaucoup d'enfants. Ils avaient fait 15 enfants. C'est ma maman qui parle comme ça. Ils avaient fait 15 enfants. Ils avaient fait 15 enfants là-bas. Mais aujourd'hui, vous avez reçu 2 personnes. Que c'est eux qui vous ont tué. Qui a tué votre frère. Tout. Mais quand ils venaient vous voir, ils n'acceptaient pas parce qu'ils voulaient que vous n'ayez qu'à rester pour qu'on vous termine en même temps. Et ils voulaient que vous n'ayez qu'à rester là pour qu'on vous tue. Il y avait 15 enfants avec votre papa. Mais aujourd'hui là, vous êtes restés 2. Voilà cette raison. On m'accuse que non, c'est moi qui ai tué mes enfants. On m'accuse que c'est moi qui ai tué mes enfants. Et c'est pour cette raison que non, quand je vais m'approcher de vous, votre grand-mère n'accepte pas. Elle me parle mal de moi. Elle parle mal de moi. Elle parle mal de moi. Elle me parle de ce que je n'ai pas fait à vous. Elle parle les choses ce que je n'ai pas fait. Elle met ça dans votre oreille pour que vous allez gagner raison sur moi. Vous allez gagner aussi les rancunes envers moi. Pour que vous n'ayez qu'à m'abandonner. J'ai dit, ma mère, c'est ma mère. À partir d'aujourd'hui, j'ai tout compris. Tu es ma mère, tu resteras toujours ma mère. Il ne peut pas t'abandonner. Il ne peut pas t'abandonner. Et je suis restée là jusqu'à ma maman. Eux-mêmes, il y a eu aussi des mariages aussi. Mais les mariages aussi n'ont pas marché. Il y a eu un enfant avec le monsieur. Mais le monsieur est décédé. Mais mon enfant aujourd'hui, il a au moins 14 ans comme ça. C'était une fille.
Elle est précisément actuellement au village chez ma mère. Je suis restée là jusqu'à quand on a commencé à me battre. À me battre pour ma maman. Venir à l'aventure. Je viens à l'aventure, je m'aille dans les villes pour me battre pour ma maman. Parce que quand je sais que c'est ma maman qui m'a mis au monde, et je ne dois jamais me fâcher quand elle m'arrête tout ce qu'ils vont parler. C'est ma maman, c'est ma maman. Je dois respecter ma maman. Et j'ai reçu la bénédiction de ma maman aussi. Quand on en parlait tout, on a fini. Ma maman m'a béni, m'a donné les bénédictions, prié pour moi. Et je suis sortie à l'aventure. Mais depuis que je suis sortie à l'aventure, les choses vont mal pour moi. Les choses vont mal pour moi parce que les membres de ma famille se plaignent contre moi. Et actuellement, où ils te parlent, sont contre moi pour me tuer. Parce que pourquoi moi, je me suis retournée avec chez ma maman et les abandonner. Ils sont en colère de moi. Ma grand-mère qui n'était pas d'elle, ma grand-mère qui s'occupait de nous aujourd'hui, ma grand-mère qui a mis rancune. Entre moi et ma maman aujourd'hui, ma grand-mère ne vit plus. Mais les membres de ma famille côté papa poursuivent cette affaire pour que je m'éloigne de ma maman. Et un jour, ils voulaient m'empoisonner pour qu'ils m'éliminent. Ils me terminent. Mais Dieu n'a pas voulu. Et je suis sortie à l'aventure aujourd'hui. Et j'ai fui du côté de ma maman. Je suis venue à l'aventure aujourd'hui. Maman est restée seule au village. C'est moi je m'occupe de ma maman. C'est moi je fais tout pour ma maman. Je gagne un peu d'argent, j'envoie ma maman. Je gagne tout, j'envoie ma maman. Manger, les nourritures, les manger, les courants, l'électricité, quoi, tout. Maison à louer, c'est moi je fais pour ma maman. Mais je n'arrive pas aussi à gagner aussi assez. Ce qui est aussi, je peux faire aussi pour donner à ma maman pour qu'elle soit heureuse. Je vais faire du plaisir à ma maman. Je vais la faire oublier de toute souffrance elle a pris derrière nous. La fait oublier parce que c'est elle qui m'a mis au monde. Mais les parents côté mon papa sont 6 mois actuellement. Ils sont 6 mois actuellement, je n'arrive pas à me retrouver. Ils sont 6 mois actuellement. Donc un jour, je suis partie travailler en ville et j'ai croisé quelqu'un là-bas. J'ai demandé à la personne, s'il te plaît, tu peux m'aider à quitter de ce pays. Tu peux m'aider à quitter dans ce pays-là parce que je souffre beaucoup. Je souffre. Je vais faire du plaisir à ma maman. Je vais faire plaisir à ma maman. Mais les membres de ma famille côté papa ne veulent pas. Et actuellement, c'est la haine qui est là-bas. Ça va pas. Ils sont 6 mois pour me tuer parce que pourquoi ils me sont retournés contre ma maman, envers ma maman. Donc cette affaire, c'est grave. Si je me déplace pour dire, il m'a parlé ça à la gendarmerie, soit à la justice, les justices vont parler comme ça. Mais en esprit, en esprit, je ne sais pas ce qu'ils vont faire. Ce qu'ils vont me faire aussi en sorcellerie, je ne connais pas. Donc, moi, je vais m'éloigner de ma maman. Au moment où ils vont se déplacer pour venir, ils ne vont pas me trouver. Je vais quitter de ce pays. Je vais aller loin. Et actuellement, c'est ce qui est dans ma tête. Pour que je quitte là, pour que je puisse m'occuper mieux de ma maman en distance. Pour que je puisse m'occuper mieux de ma maman en distance. Parce que de mon côté, ça ne va pas. De mon côté, ça ne va pas. Ma petite soeur aujourd'hui, elle ne cause pas avec moi. Elle ne parle pas avec moi. Elle a pris côté papa. Elle a pris le même comportement que les membres de ma famille, côté papa aujourd'hui, ils ont pris. C'est ce même côté
que ma petite s'est appris aujourd'hui. C'est moi seule, je suis sur le côté de ma maman. C'est moi seule actuellement. C'est moi qui fais tout pour ma maman. Mais ce que moi je gagne aussi, ce n'est pas assez. Et je vais avoir aussi un grand magasin pour ouvrir mon salon. Pour que un jour, si j'ai une bonne place, pour que ma maman vienne s'asseoir auprès de moi, pour qu'on vive une vie heureuse, pour que je donne l'amour aussi à ma maman, plus que ça, à mon enfant, pour qu'on vit une vie merveilleuse. Je sais que nos parents sont venus nous accompagner. Nos parents sont venus nous accompagner, ils ne sont pas venus pour rester. Même malgré tout ce que les gens racontent sur ta maman. Mais si tu arrives à pardonner ta maman, tu dois oublier tout. Parce que ça, ce n'était pas moi de ma faute. Aujourd'hui, je reconnais que non, ma maman, c'est ma maman. Aujourd'hui, malgré tout ce que ma grand-mère a parlé, je ne regarde pas. Je suis venue envers ma maman pour rester avec elle. C'est Dieu qui a fait que... C'est Dieu qui a ouvert mes yeux et puis je suis venue envers ma maman. Mais aujourd'hui, les parents de la famille de mon papa ne veulent pas. La famille de mon papa ne veut pas parce que pourquoi il me s'est approché de ma mère. Donc il veut me tuer. Il veut me coûter la vie. Donc, c'est à cause de ça. Où était Paul actuellement là? Ici à l'aventure, je ne suis pas auprès de ma maman. Ici à l'aventure actuellement. Ici, loin de ma maman actuellement. Moi et ma maman, on cause. Si j'ai un peu, je l'envoie. Je me débrouille un peu. Parce que actuellement, je connais très bien mon métier. Je fais la couture, je fais la coiffure. Tout ça, je connais. Mais je n'ai pas encore eu mon propre moyen pour m'occuper, pour faire mon magasin, pour faire mon coin, pour qu'il m'installe bien, pour que ma maman vienne auprès de moi. Même si on va rester à l'aventure pendant des années pour que le temps que les cœurs vont descendre, après, ils vont s'approcher à nous. Moi, ça me plaît beaucoup. Mais actuellement, moi, je décide de quitter en Côte d'Ivoire. Mais je cherche opportunité pour que je quitte. Mais je n'arrive pas à gagner cette solution. Je n'arrive même pas à gagner cette solution. Je n'arrive pas. Donc, je cherche quelqu'un qui va me déplacer, qui va me faire quitter là. Mais si c'est pour aller faire un ménage, pour gagner un peu, pour que ma maman mange, pour que demain, Dieu va prendre aussi. Je vais l'appeler. Ça serait une bénédiction dans ma vie, moi et mon enfant. Ça serait une bénédiction dans ma vie. Mais depuis, je me suis retournée envers chez ma maman. Ça ne va pas de mon côté. Je n'arrive pas à gagner les bons moyens pour faire aussi de bonnes choses à ma maman. Je n'arrive pas à gagner ce genre de choses. Mais je prie beaucoup. Je prie beaucoup que quelqu'un n'ait qu'à avoir pitié de moi, que je quitte ce pays pour partir travailler. Mais c'est pour travailler, pour que je m'occupe de ma maman. Je suis prêt à ça. Je suis prêt à me battre pour m'occuper de ma maman. Ma maman est tout pour moi actuellement parce que côté papa m'a abandonné. C'est ma maman qui est tout actuellement. Donc je vais faire du plaisir à ma maman. Je vais faire du bonnes choses à ma maman. Mais je n'ai pas encore eu les moyens. Je ne sais pas où j'ai trouvé une bonne personne pour qu'il m'aide à faire mon salon, mon magasin, pour qu'il commence à faire la coiffure. Parce que la coiffure, je maîtrise bien. C'est pour ça. Hier, je suis venue sur votre page. J'ai vu votre numéro, mais ce que le monsieur parlait, mais n'est pas bien écouté. Mais ça m'a plu en même temps, j'ai pris le numéro pour vous constater. Où je suis là, c'est un problème de connexion, problème de réseau. C'est à cause de ça que j'ai décidé le soir pour vous envoyer ce vocal pour que vous n'ayez qu'à écouter.
s'il vous plaît, si vous pouvez m'aider, ça sera plaisir pour moi. Si vous pouvez m'aider à quitter dans cette situation, à m'éloigner de ma mère pour que je puisse aider maman en distance. Au cas ils vont oublier cette chose pour que je revienne aussi à côté de ma mère, pour que je fasse une bonne chose pour ma mère. J'ai des problèmes, voilà mon souci qui est là. Je vous demande pardon de m'aider. De m'aider. Je souffre beaucoup. Si mon papa était en vie aujourd'hui, je n'allais pas souffrir comme ça. Je n'allais pas tourner à l'aventure comme ça. C'est parce que mon papa n'est plus en vie. Tout est mélangé. Je sais pas, notre vie est mélangée actuellement. Actuellement, ça va pas. Ma propre petite soeur où ma maman a mis, ma propre petite soeur que ma maman a mis au monde, elle ouvre sa bouche aujourd'hui pour maudire ma maman. Vous-même voyez les choses comme ça. Vous-même voyez les choses comme ça. Une fille ne peut pas maudire sa mère. C'est pas joli à voir. À cause des rancunes, à cause des choses, à cause les paroles que ça rentre dans l'oreille de l'enfant. L'enfant doit grandir avec les choses comme ça pour se faire du mal cadeau. Aujourd'hui, le gamin qu'on prenait ce cœur-là, si moi aujourd'hui, si Dieu n'avait pas touché mon cœur, qu'il partait vers ma maman pour la parler mal, pour la insulter, pour la parler tout, qu'elle ait ouvert sa bouche aujourd'hui pour me maudire, c'est que ma vie allait être où actuellement? Ma vie allait être où actuellement? Dieu, mon frère, je vous demande pardon de m'aider. C'est mon souci qui est là. Je vous jure que c'est mon souci. Si vous pouvez m'aider, ça là me plaît beaucoup. Donc c'est mon histoire là qui est là. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 5e histoire. Likez s'il vous plaît. Bonjour à toute la communauté DMJ. Je tiens particulièrement à remercier DMG pour l'initiative, sinon pour le concept. Parce que depuis que j'écoute DMG, vraiment ma façon de voir la vie a changé et je suis devenu très prudent. Merci encore pour l'initiative. Voilà, je viens comme ça du Gabon. Je viens raconter mon histoire, ce qui m'est arrivé et ce qui m'a d'ailleurs traumatisé jusqu'à aujourd'hui. Voilà, je commence mon histoire comme ça. Bon, j'étais en province, qu'on appelle ici le Wellington. Pour ceux qui restent au Gabon ou bien pour ceux qui ont déjà visité le Gabon, on a une province qu'on appelle le Wellington. Voilà. Moi, je me prénomme Joseph. En étant dans ma province du Wellington en 2008, 2009, 2010, j'ai fait mes études là-bas. C'est comme ça en 2011, mes parents décident que je vienne apprendre en ville, donc dans une autre province. J'ai dit ok, il n'y a pas de souci. Arrivé en 2011, dans un nouveau quartier avec de nouveaux visages, je me suis intégré. Je me suis plus familiarisé avec une famille qui m'a bien accueilli, puisque j'ai passé toutes mes journées. Vraiment, tout le monde était sympa dans cette maison. J'y étais déjà comme si c'était mes propres parents, comme si c'était mes propres soeurs, comme si c'était mes propres petits frères. Je me suis intégré. Ils étaient tellement bien. On partageait des repas ensemble, on s'amusait ensemble, on discutait ensemble, il y avait des blagues. Voilà. Et c'est comme ça que je me suis attaché à un petit. Je me suis attaché à un petit dans cette famille. Vraiment, il était devenu comme mon petit frère, mon propre petit frère. Lui et moi, on faisait tout, pratiquement tout ensemble.
Je me rappelle, l'année que je suis arrivé, j'étais en cinquième. J'étais en cinquième, lui aussi, je crois qu'il était aussi en cinquième. Mais j'étais plus âgé que lui, en cinquième. Voilà, on cheminait ensemble. Les matins avant d'aller à l'école, il venait me chercher. Et si moi je termine avant, si je suis pas avant lui, je vais le chercher. C'est comme ça qu'on faisait tous les matins. L'année est passée, on est passé tous les deux en quatrième. On était dans des établissements différents, je tiens à le préciser. Il était dans un établissement qu'on appelle Anjomba. Moi, j'étais dans un autre établissement que je vais taire le nom. Voilà. C'est comme ça qu'on s'est familiarisé. Il venait me chercher lorsqu'il sort avant moi et moi j'allais le chercher lorsque je sortais avant lui. Donc c'était un peu devenu comme ça. On s'est familiarisé. On est en quatrième. Hein. L'année scolaire est finie. Il a repris. Il a repris la quatrième. Moi je suis passé en troisième. Excusez-moi. Moi je suis passé en troisième. Il a dit, il n'y a pas de souci, tu as mal travaillé, il faut l'avouer. Et tu ne t'es pas aussi concentré. Il a dit, ok, il n'y a pas de souci, je vais reprendre. L'année académique suivante est arrivée. Moi, j'ai passé mon BPC. Lui, il était en troisième. Lui, il était en quatrième, moi, j'étais en troisième. C'est comme ça. On cheminait ensemble. Toujours la même routine. Il venait me chercher, j'allais le chercher. C'était comme ça. Toujours la même routine, toujours la même routine. C'est comme ça, en quatrième, dont je vous parle, il n'était plus concentré. Lorsque je lui ai posé la question, mais c'est comment cette année, tu es redoublant, mais il va falloir que tu te concentres plus, sinon tu vas encore reprendre. Il m'a dit comme ça que sa tête n'est même plus dedans. Lui, il veut faire du business. Je lui ai dit, tu peux faire du business, c'est vrai que l'école n'est pas la seule clé des réussites. Il y a ceux-là qui réussissent sans pourtant faire des études. J'ai dit, bon, au moins, ce que tu pourras faire, termine la quatrième, tu valides pour la troisième, tu gagnes ton BPC et tu vas au centre de formation. Il a dit, oui, moi aussi je vois ça, mais qu'est-ce que je vais encore aller apprendre? Puisque, étant en quatrième, son père était maçon, il connaissait quand même la maçonnerie. Puisque c'est comme ça que lui et moi on fonctionnait. Quand son père a des chantiers, il m'emmène. Parfois lui-même il avait des chantiers, il m'emmenait aussi. Donc c'était comme ça. Vu la proposition que j'ai faite au petit, le petit a dit ok, je vais réfléchir, il n'y a pas de souci. Moi, j'ai continué mes études, j'étais concentré. Quand j'ai le temps, je vais bricoler. Quand je n'ai pas le temps, je suis chez moi ou bien je suis en train d'étudier ou je suis en train de faire autre chose. Voilà comment le petit chute encore. La fin d'année, le petit chute encore pour la quatrième. Vraiment, ça m'a attristé. Puisque lui et moi, on faisait presque tout ensemble. Vous-même, vous voyez ce que ça fait. Que toi, tu ne fais que progresser et l'autre ne fait que reprendre la même classe. Ah là, je lui ai dit non, là, c'est pas bon. Désolé. Là, c'est pas bon. Il va falloir que tu revoies les choses. Qu'est-ce qui se passe? Il me répétait toujours la même chose que moi. Les études là, moi, je veux arrêter. J'ai autre chose à faire. J'ai dit bon, vu que tu n'acceptes pas ma proposition, bon, qu'est-ce que tu veux faire? Il m'a dit il veut faire le business et tout. J'ai dit bon, ok. Qu'est-ce que tu veux faire comme business? Il m'a dit non, lui il va d'abord continuer en maçonnerie. Et il va voir. J'ai dit bon, cet homme qui voit, ce que je peux faire, c'est de te soutenir. Mais l'idée de laisser les études en quatrième, moi ça ne me plaît pas. Et comme ça,
On a fini de discuter. Je me rappelle, j'ai dormi chez eux vers 3 heures. Son père était en train de le blâmer. Son père était en train de le blâmer. Sérieusement, vers 3 heures, il se chamaillait avec son père. Je pense pas qu'il se chamaillait. Il répondait un peu à son père, voilà. Comment se fait-il que tu marches avec l'autre? Bon, mon nom est sorti, hein, mon nom est sorti. Tu vois, tu marches avec lui, mais il progresse, toi tu es toujours sur place. Vraiment, ça m'a fait très mal. J'ai dit, ah, le boss, il va voir comme si, je sais pas, comme si je ne prodiguais pas des conseils à ce petit. Mais on marche ensemble, forcément ça devait sortir. Parce que même moi, je trouve pas ça normal que je me balade avec quelqu'un, on fait pas ce tout ensemble. Moi, je suis le seul qui progresse et lui, il est toujours sur place. Le boss avait tout à fait raison. Mais ça m'a fait mal parce que vu que je parlais au petit, il ne me comprenait pas. Et donc, le petit s'est lancé en maçonnerie. Il avait ses marchés déjà, de gauche à droite, il avait ses marchés. Et je tiens à préciser que ce petit était très, très, très intelligent. Et lorsque j'étais en 3e, lui était en 4e, il résolvait mes problèmes de mathématiques. Il me montrait, comme je m'embrouillais un peu en mathématiques, il me montrait tranquille, il était intelligent. Mais après là, je n'ai plus compris ce qui s'est réellement passé. Bref, il avait déjà ses marchés de maçonnerie. Voilà comment, à chaque fois qu'il avait un marché, il m'appelait. Chaque fois qu'il me montrait certaines choses. Aujourd'hui, si je monte les briques ou bien que je fasse le crépissage, c'est grâce à lui. C'est grâce à lui. C'est grâce à lui, à ce petit. Parce qu'il m'a montré de ces choses que moi-même, j'étais souvent étonné. Wow, c'est comme ça que je travaille avec lui. À un moment, tout a complètement basculé. C'est quand j'ai quitté le quartier. Je suis allé m'installer ailleurs. Mais nos quartiers n'étaient pas si loin que ça. J'allais souvent passer les week-ends avec lui. On s'amusait, c'était comme ça. Parfois, quand on finit de bricoler, si je vois que je suis trop fatigué, je dors à la maison là-bas. Le lendemain, je repars chez moi. J'ai quitté ce quartier, je me suis installé ailleurs. Je faisais des va-et-vient. Donc, c'était un peu comme ça. Ça fait pratiquement 2 ans. Après là, qu'est-ce qui s'est passé? Quand je revenais de temps en temps dans mon ancien quartier, j'ai remarqué que le petit est déjà plongé dans la boisson. C'est comme ça que son papa m'interpelle. Il me dit, mon fils, j'ai quelque chose à t'aider. Il dit, non, oui, le boss, je suis là. Il me dit comme ça que ton frère, je ne comprends pas depuis là. Il s'est maintenant lancé dans la boisson. Depuis là, il ne m'écoute plus. Voilà. Je dis, je vais un peu parler avec lui. J'ai appelé le petit, j'ai dit, attends, mais qu'est-ce qui se passe? Donc, l'argent que tu travailles, le business que tu voulais faire, c'était mettre tout dans la boisson. Où sont passés tes projets de construction? Il m'a dit, j'ai compris, mais je vais monter mon studio d'ici là. Je dis, il n'y a pas de souci. Je suis allé voir le boss. Le boss, voilà ce qu'il m'a dit. Il a dit, quoi, j'espère. Parce que moi, ça ne me plaît pas qu'il ait laissé les études. J'ai dit, oui, même moi, je lui ai parlé de ça. Il a dit, ok, il n'y a pas de problème. On était là. On allait toujours dans les bricoles. Les années ont passé. Moi, étant déjà, j'ai eu mon baccalauréat, je suis allé à l'université. Je me rappelle, on a fini le premier semestre, on nous a donné quelques vacances là, 2 semaines je crois. J'ai dit, moi je suis pas habitué à rester comme ça, il faudra que je cherche mon argent. J'ai appelé le petit, est-ce que tu as quelque chose là-bas? Il m'a dit oui. Mais je l'ai appelé un jeudi. Il m'a dit non, passe à la maison vendredi.
Parce que c'est vendredi que je vais prendre mon argent pour qu'on boive quand même une bière ensemble. Je dis qu'il n'y a pas de souci. Vendredi est arrivé, je suis parti chez le petit. Je l'ai trouvé, il était à la maison. Il avait déjà fait le marché. Lui, ce qui était particulier avec lui, c'est qu'une fois qu'il avait son salaire, la première chose qu'il faisait, c'était remplir le congélateur de ses parents. C'était remplir le congélateur de ses parents. Et comme ça, il avait déjà fait tout le marché. Il m'a dit, bon, c'est toi que j'attendais. Voilà. On est parti quelque part là. On a bu quelques bières. Quelques bières. Après, je lui ai dit, non, bon, là, on doit déjà rentrer. Il a dit, bon, ok, comme tu es avec moi, on va rentrer. On est rentré. Le lendemain, je retourne chez moi. Il m'a dit, bon, le chantier dont je t'ai parlé là, bon, c'est sûr que ça va démarrer la semaine prochaine. J'ai dit, ok, il n'y a pas de souci, donc je retourne d'abord. Je suis retourné chez moi. Il m'a encore appelé, je crois, un mercredi, quoi. Non, il faudrait que tu sois à la maison vendredi. Toujours vendredi. J'ai dit, bon, ok, je vais passer. Le vendredi qui a suivi, je suis parti. J'ai dit, oui, je suis là. Raconte. Excusez-moi. Je suis parti. Oui, voilà, bon. Le chantier, on doit le commencer lundi. Lundi. Je dis, ah, mais pourquoi tu m'as appelé vendredi? Non, parce que je voulais qu'on s'amuse d'abord avant de partir, avant d'aller commencer le chantier. Je dis, ah, ok, il n'y a pas de problème. Vendredi, j'ai dormi chez lui. On s'est amusé, on était dans les bars et tout. Samedi, la même chose. Dimanche, la même chose. Dimanche, quand on se réveille lundi matin, il m'informe que, bon, moi je dois aller on doit aller travailler à la Pointe des Nids. Pour ceux qui ont fréquenté le Gabon ou qui restent au Gabon connaissent bien la Pointe des Nids. On doit aller travailler à la Pointe des Nids. Je dis, ah, à la Pointe des Nids, on va faire combien de temps là-bas? Il me dit, on a 2 jours. J'ai dit, bon, les 2 jours là, on peut avoir combien? Il a dit, non, c'est un truc de 300 000. Ah, 2 jours, 300 000 seulement. Bon, pas 300 000 seulement. 2 jours, 300 000. Il me dit, oui. Il dit, tu peux revenir de là-bas avec un 100 000. On fait les 2 jours, on revient. Ah, j'ai dit, bon, je ne vais pas te cacher. L'histoire de Pointe des Nids, là, moi, ça ne me plaît pas. Il y a des histoires bizarres qui reviennent de là-bas. Et voilà. Ah. Il a dit, bon, ok, il n'y a pas de souci, je ne vais pas te forcer à y aller si tu ne veux pas y aller. J'ai dit, non, moi, je n'irai pas. Donc, je préfère attendre que tu reviennes. Il m'a dit, dans 2 jours, je reviens. Avec cet argent que je vais gagner, je vais commencer à monter mon studio. Mais il faudra que tu sois là. Tu vas m'aider, comme ça, je vais te payer. Je dis qu'il n'y a pas de souci, donc je vais attendre 2 jours. Lundi matin, vers 9h, je quitte la maison. Je quitte de chez eux pour rejoindre mon quartier. Je laisse le petit. Je lui ai dit, avant de partir, il faut dire au revoir à tes parents. Il m'a dit, non, pour ça, t'inquiète pas. Pour ça, ne t'inquiète pas. Je dis, ok, je suis parti. 11h, j'appelle le petit, il répond, oui, tu es où? Oh non, on est déjà à la Pointe des Nids là. Bon, là, on attend le matériel. Je dis, ah ok, donc je vais t'appeler vers 14. Je vais te rappeler vers 14, 15h. Il a dit, ok, il n'y a pas de souci. Après là, qu'est-ce qui s'est passé? Après là, 14, 15h, j'ai pris le téléphone, j'ai appelé le petit, indisponible. Ah, quoi, la batterie est déjà faible. Sa batterie est déjà épuisée. Je dis, ok, il n'y a pas de problème. 20h, j'ai rappelé le petit, il était indisponible. J'ai dit, ok, 24h, j'ai rappelé indisponible. J'ai dit, bon, dans ce cas, c'est demain, peut-être que son téléphone est à plat. Voilà. Le lendemain, mardi, j'ai trouvé une petite bricole au quartier là. Je ne l'ai pas appelé. J'ai passé toute la journée, je ne l'ai plus appelé. J'ai dormi vers 20h fatigué.
C'est comme ça, à 23h, l'heure, cette heure que je ne vais jamais oublier. À 23h50, mon téléphone sonne. Je vois, c'est un gars de leur quartier, dans mon ancien quartier, qui m'appelle. Il me dit brusquement que ton type est mort. Ah. Je dis, je me réveille, je sens que, mais qu'est-ce que c'est? Toi, tu es en train de me raconter quoi? Oh, ton type est mort. Je dis, quel type? Mon type est mort. Oh non, ton petit. Mon petit qui? Oh, tel. Y. Ah, Y est mort. X plutôt est mort. Comment ça? J'ai dit non, c'est faux. C'est faux. Ça ne peut pas être vrai. Mais bien avant ça, lorsque un jour j'étais parti dans mon ancien quartier, je l'avais trouvé en train de boire avec un grand frère que je vais appeler Y. Un nouveau venu du quartier, il avait sympathisé avec lui. Quand je suis arrivé, il m'a présenté que voilà, mon grand avec qui je m'amuse souvent quand je n'ai pas là, voilà. Je dis ok, il n'y a pas de souci. Bref, on m'appelle qu'il est décédé. J'ai dit non, c'est faux, tu me racontes quoi à 23h? Je vous assure, DMG, je n'ai plus dormi jusqu'à 6h. Jusqu'à 6h. 6h, je crois, 20 ou 30 comme ça, je suis quitté chez moi. Je suis parti là-bas. Je vous assure qu'à 200 mètres de la maison, que des cris, des pleurs et tout. J'ai dit non, c'est faux. Quand j'arrive, je trouve les parents étalés. Toute la famille étalée. Toute la famille en pleurs. J'ai dit, ah! Quand j'arrive, j'ai dit non, moi je dois aller. J'ai vu le boss. Je lui ai posé la question. Qu'est-ce qui se passe? Il me dit, ah, voilà la nouvelle qu'on vient de nous donner. On nous a donné la nouvelle depuis hier. Voilà. Ah! Le papa me fait comprendre à moi qu'il ne m'a pas dit qu'il partait à la Pointe-de-Nez. On m'appelle ce mot de téléphone pour me dire que mon enfant est décédé à la Pointe-de-Nez. Ah, donc c'est comme ça que la nouvelle t'est apparue. Il me dit oui. Je ne savais pas. Mais moi, je me sentais coupable. Pourquoi? Parce qu'en partant, je lui ai dit, dis au revoir à tes parents. Dis-leur que tu vas à la Pointe-de-Nez. Est-ce que tu vois? C'est en ce moment que je vais prendre mon courage. J'ai dit non. Sinon, ça va entraîner autre chose. J'étais là vraiment abattu. J'ai dit non, moi je ne peux pas accepter cette histoire comme ça. Ils ont commencé à chercher le corps. Premier jour, deuxième jour, troisième jour. C'est le quatrième jour qu'on nous fait comprendre qu'on a retrouvé le corps. On a retrouvé le corps. Tout ça là, je ne savais pas que c'est le grand à qui il m'avait présenté, le grand Y qui m'avait présenté qu'il était parti avec lui. Je vais le découvrir à la sortie du corps. Lorsqu'on nous informe que le corps va sortir à tel endroit, on a retrouvé le corps, il faut aller à la gendarmerie à retrouver le corps, au commissariat, au centre de pêche et tout. Tout le quartier y va, parce que personne n'y croyait. Arrivé, on a peut-être patienté 2 heures. Au loin, on voit des gendarmes qui arrivent avec leur pirogue. On était là debout, j'ai dit moi je dois tout voir si c'est vraiment lui ou pas. Ils sont arrivés, ils ont accosté, ils ont tiré leur pirogue. Ils ont mis leur pirogue là au centre de tout le monde. Bon, les parents du concerné venaient voir le corps. Quand ils ont enlevé la couverture qui était posée sur le petit, j'ai regardé. J'ai dit merde. J'ai failli tomber. Mais attends, je ne comprends. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais j'ai remarqué que le petit saignait du nez et le corps était encore frais. Le corps était encore frais, je vous assure.
Le corps était encore frais. Jusque-là, personne ne comprend. Un corps qui a fait 4 jours à l'eau, ou vraiment on connaît quand même qu'un corps qui a fait 4 jours à l'eau, on connaît quand même, mais comme ça, non, il était encore frais, mais il saignait du nez. On a mené au commissariat là-bas pour remplir les formalités avant que le corps ne parte à la morgue. Maintenant, on pose la question de savoir, il est parti avec qui? C'est la partie que le nom de Y, le grand avec qui je l'avais trouvé une fois, sort que non, il est parti avec lui. Moi, je ne savais même pas qu'il était avec lui. Aucune personne ne savait que mon petit était avec Y. Donc, attendez, bon, ok, bon, Y vous raconte quoi? Y raconte que le petit a sauté de l'eau. Ils étaient dans la pirogue, il a sauté. Ah, j'ai dit non, ça c'est pas une explication fiable. Comment ça? Moi, je me suis dit, bon, moi qui faisais un peu les balades avec lui, il n'allait ni à la plage, ni à la piscine. Puisqu'il ne savait pas nager, qu'est-ce qu'il ira bien faire à la plage? Peut-être se balader, ça aussi jamais. Comment se fait-il? C'est cette explication banale qu'on nous a donnée jusqu'à la fin de cette histoire. Le petit, on l'a amené à la morgue. Je vous assure que lorsque le boss m'a appelé que le corps sort demain, je suis parti à la maison là-bas. On a attendu le corps. Le corps est sorti vers 10h, 11h, 10h, 11h, un truc comme ça. Ils sont descendus avec le cercueil jusqu'au salon. Et je vous assure que je n'ai pas reconnu ce petit. Je ne l'ai pas. Tout le monde doutait. On est arrivé au point où on a carrément dévissé le cercueil pour vérifier si c'est lui. La tête était enflée. Il avait noirci. Il avait noirci. Tout le monde doutait que ça soit. On a dit non, peut-être que vous avez changé de corps. Ils ont dit non, on n'a pas changé, il a changé de corps. Mais la personne qui reconnaît son fils, c'est le papa. Le papa a dit non, c'est lui. Il n'y a rien à dire. Parce que je connais ses orteils. Voilà, c'est lui. Voilà ses signes. Voilà. C'est lui. Moi, j'ai regardé, j'ai dit oui, c'est lui. Je vous assure. J'étais vraiment... je suis vraiment abattu quand même lorsque je raconte cette histoire. Ça me fait tellement mal jusqu'à aujourd'hui. C'est comme ça que on est parti l'enterrer. On l'a enterré. On a enterré le petit. Et 3 jours après, je suis rentré chez moi. J'ai dormi. Je vois le petit en songe. Il vient cogner à ma porte. Quand j'ouvre la porte, c'est lui. Oui. J'ai dit, attends, qu'est-ce que tu fais ici? Je suis déjà mort. Il dit mort comment? J'ai dit non, on t'a enterré il y a de cela 3 jours. Mais il dit non, c'est faux. Enterré comment? Il a boudé avec moi dans la chambre là. Comme lui et moi, on aimait rester dans la chambre, raconter même toute la journée. C'était comme s'il boudait avec moi. Non, je vais mourir comment? Mon studio que j'avais dit quand je devais revenir là, je devais monter, je n'ai pas encore mangé, je vais mourir. Pourquoi? Il a boudé avec moi. Boudé. Il est sorti en colère. J'ai dit, mais je ne fais que te dire ce qui est vrai. Il est parti en colère. Je me suis réveillé. Ah, ça c'est quelle histoire. Le lendemain encore, Coco, il vient encore me cogner. Il cogne encore à ma porte. J'enlève. J'ouvre la porte. Comme ça, c'est lui, il a la tête baissée. Il m'a dit, oui, tu as raison. Mais je ne comprends pas. Je ne comprends pas ce qui s'est passé. Je ne comprends pas. Après, il finit par me dire, oui, je sais.
Je sais déjà ce qui s'est passé. Je sais déjà ce qui s'est passé. Mais dis, bon, moi je suis venu pour te dire au revoir. Je m'en vais déjà chez moi. Et tu vas chez toi où? C'est tout ce qu'il m'a dit. Hein. Il m'a dit, moi je m'en vais déjà chez moi. Le lendemain, quand je me réveille, j'ai compris son message. Il venait me dire au revoir. Comme mon grand frère, je suis en train d'aller ailleurs. Reste. Après là, trois jours après, je m'endors encore. C'est le même que je revois. Il est venu, puisqu'il a un petit frère aussi, il est venu vers moi. Il m'a dit, bon, c'est la dernière fois que tu me vois. Va dire à mon petit frère de faire l'école. Va dire à mon petit frère de continuer ses études, de ne pas lâcher comme moi j'ai lâché. J'ai dit ok, il n'y a pas de souci. Le lendemain, je me suis réveillé. Le matin, 6 heures, je suis parti dans mon ancien quartier. J'ai interpellé son petit frère. J'ai fait passer le message. Il a dit ok, il pleurait même quand je le lui ai dit. Tellement triste. Il pleurait même. J'ai dit, c'est tout ce que j'avais à te dire. Moi, j'avais déjà les larmes aux yeux. Je dis non, je ne peux pas supporter ça, je retourne. Je lui ai dit ce que j'avais à lui dire. Je suis retourné chez moi dans mon nouveau quartier. Vraiment, la morale dans cette histoire, c'est que écoutons nos parents, nous jeunes, écoutons nos parents. Et surtout si on envisage voyager, pour aller travailler par exemple en province ou dans un autre lieu, essayons quand même de dire la vérité, essayons quand même de dire à nos parents. Et il ne faut pas faire confiance aux gens. Parce que mon petit frère là, il avait tellement confiance aux gens que voilà comment il est allé mourir. Il faut faire très très attention. Parce que les gens sont capables de tout pour avoir de l'argent en ce moment. Faites très attention. Nous jeunes, faisons très 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 attention. Et aujourd'hui, d'après les dernières nouvelles, Y, c'est-à-dire le grand avec qui j'ai fait connaissance, on me dit qu'il a seulement fait 2 jours enfermé. Après, il a été libéré. C'est en cet instant que j'ai compris que c'était une organisation. Et on n'a plus jamais revu ce grand dans ce quartier. Jusqu'aujourd'hui, je ne l'ai même plus jamais croisé. Donc, merci encore à DMJ de faire passer ces messages, sinon cette histoire, parce que ces histoires nous enseignent. La prudence est mieux. Faites très très attention avec vous. Faites très attention aux amis. Les amis, moi je suis aujourd'hui sans amis. C'est bonjour, je passe ma route. Parce que comme on dit, la mort ne vient pas de loin. Sur ce, je vous remercie. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 6e histoire. Bonjour DMG. Je suis Eurydice de nationalité gabonaise résidant au Togo. J'ai connu votre émission grâce à ma fille et je viens aujourd'hui pour raconter une de mes histoires. Je tiens à souligner d'avance à ceux qui écoutent pour la première fois que la sorcellerie est réelle. La sorcellerie est réelle. Il n'y a rien de tel que lorsque tu veux te mouvoir, tu veux être autonome et que rien que tu puisses faire ne fonctionne. Que tes mains sont dans l'incapacité de te nourrir. Que tu es incapable de vendre du piment. Que quel que soit ce que tes mains font, ça ne fonctionne pas. Rien ne marche. Les formations n'aboutissent pas.
les commerces n'aboutissent pas, tout simplement parce que un groupe de personnes ou une personne s'est levée un bon matin parce qu'il ne savait pas quoi faire et a décidé de détruire ta vie. Je suis née d'une famille où la sorcellerie est chose courante. On en parle au salon, à la cuisine. Et plus tard, j'ai découvert que j'étais victime de sorcellerie. Étant jeune, j'étais inconscient, je n'ai pas pris ça en compte, mais lorsque mes charges ont augmenté, j'ai remarqué que j'étais dans l'incapacité de produire ou de faire une formation qui aboutit ou de vendre quoi que ce soit. Je peux bloquer, je peux trouver une somme d'argent par quelqu'un, je n'arrive pas à le fructifier. Cet argent va se vider jusqu'à la dernière centime. Si je prête, je vais rester endetté ou j'arrête. Et ceci année après année. J'ai rencontré mon époux et il m'a vu vivre ça, il a voulu m'aider. Par la grâce de Dieu, on a rencontré un jeune garçon qui nous a sorti d'un problème particulier, donc je vais peut-être raconter ultérieurement. Il nous a montré une astuce à faire pour se débarrasser de cet envoûtement qui m'empêche de vivre à la sueur de mon front, de mes propres mains. Il nous a demandé d'acheter 1 kilo de viande, de le découper en petits morceaux, la viande de bœuf, et qu'on payait des aiguilles, que pour chaque morceau, on faisait des vœux. Si c'est la santé, quand t'as attrapé, tu veux libérer ta santé, tu fais ton vœu, tu piques une aiguille, donc une aiguille, un morceau de viande par vœu. Bon, ce que j'ai réussi à faire autant que j'ai pu, au nombre de 50 aiguilles, autant que j'ai pu. Et après, il fallait aller verser tout ça dans une rivière qui coule. À cette époque-là, j'étais à Libreville. La rivière qui coulait, que j'avais connaissance, qui était le plus proche de moi, c'était le pont Numba parce que j'habitais à Iaï, en face de l'Institut Iaï. C'est comme ça, mon époux m'accompagne. Et de là, on part au pont Numba aux environs de 21h. Et je prends les morceaux de viande et je verse dans l'eau. Et voilà, on fait demi-tour. Je suis allée dormir. Pour moi, c'était des choses simples. Étant donné que on m'a envoûté, on m'a ensorcelé, on m'a condamné sans que je le sache, je me disais que les choses aussi vont se faire sans que je le sache. C'est comme ça que aux environs de... Je ne peux pas lire l'heure exactement, mais après minuit, entre 1h et 3h du matin, voilà, comme ça, je ne sais pas si c'est un rêve ou bien une vision, mon regard se projette tout de suite, je suis couchée, je vois le pont Numba, je vois où j'ai versé les morceaux de viande. Et il y a un esprit qui sort de l'eau, qui avait une forme comme, pour ceux qui ont suivi les Barbapapa, une forme faite de l'eau, mais il n'avait pas de pied, il avait une tête ronde, les bras, comme les fantômes, lorsqu'on dessinait les fantômes, lorsqu'on était enfant dans les dessins animés, avec une forme de queue, mais tout ceci était fait de liquide. Et il prenait les morceaux de viande que j'ai jetés au pont Numba et il balançait ça au bord, hors de la rivière, et il disait dans ma langue, c'est ici que tu es venu jeter ta saleté, c'est ici que tu es venu jeter ta saleté, c'est ici que tu es venu jeter ta saleté. Il enlevait les morceaux de viande dans la rivière pour les jeter au bord de l'eau en disant c'est ici que tu es venu jeter ta saleté. Après avoir fait ça, je vois le fantôme qui fonce droit sur moi, venir me trouver à Iaï, sur mon lit, et il s'est mis à me gifler. Et dans le rêve, j'ai eu le réflexe de cacher le visage et je lui disais, excuse-moi, je ne savais pas qu'il y avait quelqu'un, excuse-moi, pardonne-moi, je ne savais pas qu'il y avait quelqu'un, pardonne-moi, je ne savais pas qu'il y avait quelqu'un. Puis il est retourné. C'était fini. Je me suis levée, j'ai dit à mon mari, ça n'a pas été.
Là où on a jeté les morceaux de viande, c'était habité. Et l'esprit en question était fâché. Dieu merci, il ne m'a pas fait de mal. C'est comme ça jusqu'à aujourd'hui. Je suis restée telle que j'étais. Rien ne fonctionne toujours de mes mains. Et j'ai pu chercher à forcer les choses parce que je me disais que cet esprit-là n'était pas méchant. S'il avait été méchant, je ne sais pas ce que ça devait donner. Donc, ma petite histoire s'arrête là. Et je vais dire à tous ceux qui sont victimes de sorcellerie, particulièrement chez nous au Gabon, on a cette histoire de mari et femme de nu qui devient chose courante. Si vous saviez les dégâts que cela cause dans nos vies, on doit demeurer dans la prière. Espérer, en ce qui me concerne, moi je vais bien. J'ai à côté de moi quelqu'un qui s'occupe de moi, qui prend soin de moi dans les moindres détails. N'empêche que je voudrais de temps en temps lui venir en aide, en dehors du fait que je ne peux rien multiplier de mes mains. Je ne garde pas aussi de l'argent. Imaginez-vous avoir une femme que vous remettez, vous avez un salaire de 200 à 300 000, vous lui remettez 150 000 et elle finit ça en une semaine sans savoir ce qu'elle a acheté. Imaginez-vous le calvaire. Pour ce, je vous dis bonne continuité. Je vous prie de partager, de liker, afin que d'autres personnes puissent profiter de l'expérience et de la sagesse que donne tout ce qu'on raconte ici. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui. Commentez, likez, partagez. Si Tom Schnezois a raconté, envoie ton histoire numéro à l'écran. On se prend demain pour une autre vidéo. Ciao.